Bonsoir Christelle. Bonsoir Tom. Alors nous arrivons au 116e SITREP, nous sommes le samedi 24 novembre, hein, même jour que la fameuse insurrection ou quasi-insurrection qui est en train de se produire du côté des Champs-Élysées à Paris en ce moment avec les Gilets jaunes. Voilà. Ouais, j'ai vu ça. J'ai vu ça à l'instant, donc ouais, c'est assez impressionnant, je dois avouer. Je ne m'attendais pas à ce que ça dérape aussi vite en fait, Oui. ce truc. Mais bon, on va voir si après ça se maintient ou si par la violence l'État arrive à entre guillemets mater l'insurrection, quoi. Mais là, ils sont en train de se goûter un Maïdan à la française, quoi. Hein, voilà, ils ont bien provoqué les Français, hein, les bien chauffés, et puis maintenant ils sont dehors, ils vont pas rentrer de sitôt. Enfin. Non, ça c'est clair. Donc voilà, en tout cas ici, la situation reste plus ou moins sur un statu quo, même si le nombre de bombardements a légèrement augmenté, puisque du 17 au 23 novembre, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en République populaire de Donetsk à 108 reprises, donc on est un petit peu plus que la semaine dernière, mais c'est pas non plus une augmentation transcendantale, durant lesquelles elle a tiré 12 obus mortiers de 120 et 82 mm, donc là on est clairement à moins que la semaine passée. Si on ajoute les munitions de véhicules de combat d'infanterie, lance-roquettes, systèmes de défense anti-aérien, lance-grenades et armes légères, on arrive à un total de 696 munitions. Donc là, par contre, on est à plus que la semaine dernière. Donc on a plus de munitions, mais moins de munitions de gros calibre. D'accord. Par contre, il faut y rajouter les 21 violations et 238 munitions tirées par l'armée ukrainienne durant les dernières 24 heures. Donc les dernières 24 heures ont été quand même bien chargées. Oui. Et on voit d'ailleurs sur la courbe des bombardements, donc il y a eu une décrue et puis c'est remonté et ça poursuit pour l'instant vers une augmentation. Donc on va voir si ça se maintient comme ça. En tout cas, sur la semaine, ces tirs ont touché 19 localités de la République. Et ces bombardements ont tué 3 soldats, portant le total depuis le 1er janvier 2018 à 152 personnes mortes en RPD. Et 2 civils et 3 soldats de RPD ont été blessés. 3 habitations ont aussi été endommagées à Gorlovka et Golmovski. Alors ce qui est un petit peu inquiétant, c'est que je suis passé donc voir les soldats qui sont à Gorlovka, enfin en tout cas à Golmovski, et ils sont assez inquiets parce qu'ils ont vu arriver une bonne trentaine de chars d'assaut côté ukrainien. Ah oui. Ouais. Donc ça pue un peu, quoi. Ça schlingue, donc ça c'est un truc à surveiller, surtout dans cette zone-là de Gorlovka. Mais c'est pas un petit effectif, 30 chars. Hein. Non, ça c'est clair. En plus, faut rajouter, donc cette semaine, il y a eu une réunion des groupes de contact à Minsk, et comme à son habitude, à la veille de la réunion, l'armée ukrainienne a joué toutes les provocations, hein. Oui, pourquoi s'en priver, qui perd, voilà. Parce que le but, c'est bien sûr de dire après que les accords de Minsk ne sont pas respectés. Donc, la réunion avait lieu le 22 novembre. Le 20 novembre au soir, donc l'armée ukrainienne a ouvert le feu avec des lance-grenades automatiques, des mitrailleuses lourdes et des armes légères sur la zone résidentielle, donc située autour de la mine Gagarine à Gorlovka, donc c'est la périphérie ouest. Il y avait eu pas mal de combats où l'armée ukrainienne a perdu beaucoup de monde il y a quelques mois en arrière, là. Ah oui, c'est une vengeance, quoi. Ils se sont trouvés dans cette espèce de corridor entre deux terricones, entre deux terrils, et ils se sont fait tirer comme des lapins. Donc là, ils ont tiré de nouveau sur cette zone-là. Ils ont endommagé 2 fenêtres d'une maison dans la rue Yaroshenko, heureusement sans faire de victimes. Le lendemain, donc le 21 novembre à 13h, c'est sur Yelenovka, donc au sud de Donetsk, cette fois que l'armée ukrainienne a tiré avec des armes légères depuis ses positions situées près de Slavnoye. L'un des tirs a touché un civil de 62 ans qui se trouvait près d'un magasin. L'homme a reçu une balle dans la cuisse et a été emmené à l'hôpital de Dokuchaïevsk pour y être soigné. Donc, ces gens ne sont pas en danger. Il va s'en sortir. Arriver à tirer sur un civil qui attend devant un magasin, quand même, ça en dit quand même long, quoi. Bah oui, mais on le sait, depuis 2 ans que tu fais, plus de 2 ans que tu fais les SITREP, malheureusement, les 116, les 115 SITREP précédents ont été émaillés de ce genre de choses. Prendre un papy de 62 ans avec un soldat, vous m'expliquez comment vous faites, quand même. Ouais, c'est ça. En tout cas, le CCCC, donc le Centre conjoint de contrôle et de coordination du cessez-le-feu, a transmis toutes ces informations de ces crimes de guerre de l'armée ukrainienne à la mission de surveillance spéciale de l'OSCE pour enregistrement. Et pendant même la réunion des groupes de contact à Minsk, l'armée ukrainienne a continué sur sa lancée.
Donc en tirant cette fois sur le village de Golmovski dont je parlais au nord de Gorlovka, cette fois avec des canons antiaériens et des canons de véhicules de combat d'infanterie, endommageant donc une autre maison, heureusement là aussi sans faire de victimes civiles, donc on a évité un bain de sang. Bon, comme on peut le voir, c'est quand même pas bien parti, quoi. Bon, là, la réunion a débouché sur rien, comme d'habitude, je vais y revenir. Bon, c'est vrai que là, il y a eu donc une baisse liée au mauvais temps, parce qu'on a eu de la neige. Oui. On a eu des chutes de neige, là, pendant quelques jours. Donc, c'est corrélé avec le nombre de violations du cessez-le-feu qui a baissé. Hein. Comme d'habitude, hein, dès qu'il neige, il reste à l'intérieur. Bon, les chancelleries occidentales, on les entend toujours pas. Et puis, après-demain, il va y avoir une réunion des directeurs politiques au format Normandie. Bon, j'espère qu'on va arriver quand même au moins à un cessez-le-feu plus ou moins durable pour la fin de l'année, quoi, histoire qu'on passe pas le nouvel an sous le son des canons, quoi, ça serait pas mal. Ouais. Mais bon, je suis pas très optimiste. Même, moi non plus. Dire ce qui est. Surtout que, à côté forces armées ukrainiennes, les ingérences étrangères se poursuivent, hein. Donc déjà la Pologne, ils ont fourni là plusieurs dizaines de milliers d'obus de mortiers de 60 mm à l'armée ukrainienne. Alors, sympa, vraiment. Bien, hein, voilà, comme ça on se rend complice. Et puis les instructeurs occidentaux continuent d'affluer. Hein. Et donc là en ce moment, ils sont en train de former les soldats ukrainiens à des exercices de combat urbain en zone contaminée par des produits chimiques. Oh là là, ça pue, mais de chez puer. Hein. Ouais, c'est ce qu'a dit d'ailleurs Edouard Bassourine, hein, donc je rappelle chef adjoint du commandement opérationnel de la milice populaire de l'RPD, qui a dit récemment les combattants ukrainiens ont commencé à étudier les tactiques d'opération offensive sur des terrains contaminés par des substances chimiques, principalement dans les zones urbaines. En fait, donc ils ont fait même des copies des villes de la RPD en fait pour s'entraîner, quoi. Donc, ce qui semble confirmer, d'après Bassourine, l'intention du commandement ukrainien, sous la pression de ses patrons occidentaux, d'envisager d'utiliser des armes chimiques dans le Donbass. Il a souligné que c'était quand même plus de 50 instructeurs étrangers, hein, quand même, qui étaient en Ukraine, entre autres de Pologne, de Grande-Bretagne et des États-Unis, hein, qui forment donc des soldats ukrainiens à ces charmantes tactiques à Jitomir. Sujet d'entraînement, opérations de combat en milieu urbain, tactiques d'assaut et de nettoyage des bâtiments et explosifs de mines. Bien sûr, avant la remise de leur diplôme, hein, les soldats ukrainiens sont envoyés dans la zone de conflit ici, hein, dans le Donbass, pour passer des examens pratiques avec les instructeurs étrangers. Ah oui, carrément. Il y en a qui ont envie de partir dans des sacs à viande, là, comme les petits instructeurs canadiens. Là, oui, et pas seulement par la réponse légitime des forces armées du Donbass, hein. Mais oui, je pense parce que l'armée ukrainienne, surtout son état, c'est toujours catastrophique. Oui. Comme le prouve la destruction récente de plusieurs pièces d'équipement et d'armement à 2 endroits différents en une semaine, suite à des négligences et des comportements inadéquats. Donc il y en a eu un premier incident le 18 novembre près de Korakhovo, donc dans la zone de responsabilité de la 28e brigade des forces armées ukrainiennes, où un soldat de la brigade a, semble-t-il, tiré au lance-grenades automatique sur la zone où étaient stockés les armes et les véhicules. C'est peut-être tout simplement un sabotage, hein. C'est peut-être un... Ouais, c'est peut-être il semble qu'en fait l'homme était originaire de l'ouest de l'Ukraine et avait, semble-t-il, des origines hongroises qui lui ont valu d'être traité de séparatiste et donc oui, ça pourrait bien malmené par les autres soldats et son commandement. Donc résultat, il semble qu'il s'est vengé en tirant sur le matériel, quoi. Le tir a provoqué un incendie qui a détruit 4 véhicules de combat d'infanterie et l'intégralité des munitions, sauf 12 systèmes anti-chars. L'homme est mort, hein. Il a été tué par les éclats parce que ça a tout a pété, quoi. Et bien sûr, le quartier général ukrainien a lancé une enquête qui est toujours en cours. Bon, d'après les éléments qu'ils ont déjà, il semble que les dégâts ont été aggravés par le fait que les équipements n'étaient pas parqués de manière adéquate. Là, ça commence bien. Et qu'en plus, les soldats ukrainiens n'ont pas pris les mesures qu'il fallait pour éloigner les véhicules de combat d'infanterie quand l'incendie a commencé. Donc ils n'ont pas réagi à temps et donc les dégâts auraient pu être moindres s'ils avaient fait ce qu'il fallait. Voilà, une petite aiguille dans le pied de l'armée ukrainienne. Ouais. Et le deuxième incident a eu lieu au nord de Mariupol. Alors cette fois, c'est dû à l'abus d'alcool et à l'inattention des soldats ukrainiens, qui a amené là aussi un incendie qui a détruit pas mal de pièces d'équipement, qui d'ailleurs n'auraient pas dû se trouver là, hein, si l'armée ukrainienne respectait les accords de Minsk II, hein, puisque je rappelle qu'à Mariupol,
reste dans la zone où, normalement, l'armement lourd ne devrait pas se trouver. Bah oui. Hein, mais bon. Donc là, il y a eu un système de missiles anti-char automoteur 9P149 Storm S de 130 mm et 26 missiles 9M114 Cocon qui sont partis en fumée. Toujours ça que les gens du Donbass, les civils du Donbass se prend pas sur la figure, ouais, voilà. Ça c'est clair. Il y a eu un système anti-aérien portatif Igla et 2 de ses missiles qui ont cramé avec. Un camion Kamaz, 5320, un gaz 66 et 2 UAZ. Sans parler des dizaines de radios, gilets pare-balles et casques qui étaient stockés dans les camions qui ont brûlé. Voilà. C'est beau l'armée ukrainienne. Je dis... Les instructeurs étrangers, moi, à leur place, je m'inquiéterais. Effectivement, pas que des tirs des gars du Donbass. Exactement. Mais je pense qu'ils doivent être... Ils tournent à l'alcool aussi. Je pense. Je sais pas. Mais bon, rien que le fait que les soldats ukrainiens tournent à l'alcool, c'est déjà dangereux. Oui, ouais, c'est clair. Ouais. Si on regarde les accords de Minsk et donc les fameuses négociations donc lors de cette réunion du 22, était présent le chef de la délégation de la Croix-Rouge en Ukraine, Alan Eshliman, qui était venu pour essayer d'aider, entre autres, dans le sous-groupe aux affaires économiques. Donc ils étaient venus pour essayer de filer un petit coup de main pour essayer de reprendre le paiement des retraites. Entre autres pour les personnes qui sont en mobilité réduite et qui ne peuvent pas s'amuser à passer la frontière, enfin la ligne de contact pour aller côté ukrainien, pour aller chercher ce qui leur est dû quand même, je le rappelle. Bah oui. Voilà. Mais ça n'a servi à rien parce qu'en fait l'Ukraine n'a pas envoyé de représentants. Ah oui. Voilà. Non, mais c'est la réédition d'une vieille technique, c'est en voie personne. Donc, c'est le ministère des Affaires étrangères de la RPD qui a divulgué cette information en disant que les représentants de la RPL et de la RPD sont retrouvés contraints de discuter simplement avec les médiateurs de ces négociations, à savoir l'OSCE et la Fédération de Russie, puisque Kiev n'a pas daigné envoyer de représentants plénipotentiaires au groupe de travail sur les questions économiques. Ouais, mais ça m'étonne pas. Voilà. Et bien entendu, ça a été fait volontairement, parce que avant au cours de cette réunion, il y avait beaucoup de choses qui avaient été même préparées en amont pour permettre le paiement des retraites aux personnes à mobilité réduite dans le Donbass, donc, semble-t-il, avec l'aide de la Croix-Rouge, qui s'était proposée comme étant une tierce partie intermédiaire. Et de régler aussi les arriérés de salaire pour les cheminots, etc. Si Kiev n'est pas là, tu ne peux pas régler le truc. Parce que... je pense que toutes ces sommes d'argent là doivent être dans la poche d'un oligarque et qui veulent pas, ils ne se sont pas déplacés pour éviter de donner. Ça, c'est clair. Non, c'est clair, ça les arrange bien de ne pas payer les retraites du Donbass. Bon, en tout cas, c'est pas passé inaperçu cette absence. L'OSCE a fait remarquer que c'était contre-productif et inacceptable pour le travail du groupe. Surtout vu le travail qui avait été fait en amont, qui était quand même un travail important. Qui permettait d'espérer un progrès sur cette question-là, et de voir que ça a été saboté de cette façon-là, l'OSCE n'a pas trop apprécié. Ouais. Et si ça devient un peu trop visible, les enfants. Bah oui, quand l'OSCE commence à taper du poing sur la table, c'est vraiment que c'est très mauvais. Là, la performance est vraiment pathétique. Si on regarde donc la situation en RPD, donc le 20 novembre, donc 9 jours après les élections, qui ont vu la victoire de Denis Pouchiline pour le poste de chef de la RPD, ce dernier a passé la cérémonie d'investiture qui a fait de lui le chef officiel de la République. C'est comme pays démocratique, il passe une cérémonie d'investiture. Alors, on s'est retrouvé, en plus c'était un jour où ça tombait bien de la neige, puis de la neige fondante, tu sais, bien glissante, c'était bien sympa. Et c'est là-dessous que les gens sont rendus quand même à l'Opéra de Donetsk pour assister à la cérémonie d'investiture de Denis Pouchine. Alors j'ai eu des commentaires quand j'ai publié cet article pour me dire dans un opéra ça fait un peu spectacle. Oui, en même temps on n'a pas beaucoup de salles ici qui permettent d'accueillir des gens importants en quantité importante, en toute sécurité. Oui. On n'a pas 36 000 et donc à un moment il fallait faire un choix. Et c'est vrai que pour cette cérémonie, la salle qui s'imposait c'était celle de l'opéra. Je rappellerai que c'est dans ce même opéra, dans le hall de l'opéra très exactement, que ont eu lieu à chaque fois les funérailles officielles des commandants Motorola et Givy ou d'Alexandre Zakharchenko. Donc voilà, c'est pas la première fois qu'on fait des trucs dans cet opéra. Ça ne veut pas dire qu'on considère ça comme un spectacle, c'est juste qu'on fait au mieux avec les bâtiments qu'on a.
Voilà, c'est ça. voilà. Donc étaient présents, bien entendu, les membres du gouvernement, députés et délégations étrangères, hein, qui étaient venus pour voir Denis Pouchiline prêter serment donc, sur la Constitution. Hein. Donc il a juré sur la Constitution de respecter cette dernière ainsi que les lois de la République populaire de Donetsk, de respecter et garantir les droits de l'homme et les libertés de la personne et du citoyen, et de servir fidèlement le peuple. Je pense que ça serait un petit truc à glisser à Macron. Oui, surtout en ce moment. Ouais, surtout en ce moment. Ça pourrait peut-être l'inspirer. On avait quand même plus de 60 représentants venant de 9 pays qui étaient présents, donc entre autres le chef de la République populaire de Lugansk, Leonid Pasechnik, le chef de la République de Crimée, Sergei Aksionov, plusieurs députés de la Douma russe, le président d'Ossétie du Sud, Anatoly Bibilov, le premier ministre abkhaz, Valéry Gamba, mais aussi donc certains des observateurs étrangers qui étaient présents pendant les élections, entre autres les Français, des Allemands et des Finlandais, donc Xavier Moreau était revenu, et d'autres, il y avait 2 autres Français avec lui, il y avait donc plusieurs observateurs allemands qui étaient là pendant les élections, et on avait Johan Beckman de Finlande qui était là, on a aussi des Italiens aussi si je dis pas de bêtises, donc on avait une partie des observateurs qui étaient venus le 11 qui sont revenus en RPD le 20 pour assister à la cérémonie d'investiture. Une fois qu'il a pris officiellement donc, ses fonctions de chef de la République, Denis Pouchiline a tenu à rappeler le chemin parcouru depuis 4 ans et le but que le peuple de la RPD a soutenu lors de ses élections du 11 novembre 2018, à savoir l'intégration avec la Fédération de Russie. Donc là aussi, non, les petits commentaires en mode rageux, mais en fait, il était négociateur à Minsk, donc en fait, il veut retourner au sein de l'Ukraine. Non, mais bon. Arrêtez les bêtises. Donc je vais vous lire ce qu'il a dit texto, puis comme ça vous allez arrêter de raconter des bêtises pour certains. Il a dit: il y a 4 ans, l'événement le plus important de l'histoire moderne du Donbass s'est produit. Le 11 mai 2014, une étape décisive dans la vie de la jeune République populaire de Donetsk a commencé. Ayant défendu notre droit à la liberté, nous avons eu une chance unique de construire notre République ensemble. République dans laquelle la voix et l'opinion de chaque résident est importante, et ensemble, au fil des ans, nous avons créé un État démocratique indépendant. Ce n'est que grâce à l'unité, à la solidarité et à la fermeté de notre esprit que nous avons réussi toutes les épreuves qui nous ont permis d'atteindre ce que de nombreux États modernes se sont efforcés de faire depuis des siècles. Nous pouvons parler ouvertement russe, nous pouvons librement développer notre économie et notre industrie. Le 11 novembre 2018, les citoyens de la République populaire de Donetsk ont fait preuve de solidarité et prouvé une fois de plus au monde leur engagement pour un avenir commun avec la Russie. C'est notre choix ferme et nous ne nous détournerons pas de cette voie. Je considère que c'est le ralliement du peuple du Donbass autour d'un but qui me tient à cœur, vivre comme une seule famille avec le peuple russe. Voilà, je pense que ça devrait permettre à certains d'arrêter de raconter des bêtises. Ah oui, quand même. Voilà. Bon, il a ensuite promis de mettre toutes ses forces et ses connaissances au service de l'amélioration de la vie de ses concitoyens et s'est dit sûr que le Donbass retrouvera un jour une vie paisible qui lui permettra de développer tout son potentiel, entre autres économique et industriel. Plusieurs membres des délégations étrangères sont ensuite venus exprimer leur soutien au nouveau chef de la République et les espoirs de développement des relations entre leur pays et la RPD. Le premier fut son homologue de Lugansk, Leonid Pasechnik. Il a mis l'accent sur le renforcement des liens entre les 2 républiques. Il a souligné que beaucoup avait déjà été fait, mais que avec Pouchiline, les relations entre la RPD et la RPL passeraient à une nouvelle étape, à un niveau plus élevé de coopération entre les 2 républiques. Donc il semble que d'ici la fin de l'année, les douanes vont complètement disparaître donc, entre les 2 républiques. J'en ai parlé dans un autre site web. En fait, la décision avait été prise, mais la mesure n'était pas encore effective de manière concrète. Donc il semble qu'ils veulent que d'ici la fin de l'année, ce soit fait de manière concrète. C'est-à-dire que les bureaux de douane disparaissent complètement entre la RPD et la RPL. Anatoly Bibilov, lui, le président de la République d'Ossétie du Sud, a tenu quant à lui à confirmer son soutien sans faille de l'Ossétie à la RPD pour l'aider dans son développement. Donc je rappelle, une ambassade ossète devrait ouvrir à Donetsk d'ici la fin de l'année, une ambassade de la RPD devrait ouvrir à Srinvali, et on va avoir donc cette banque commerciale ossète qui devrait s'installer à Donetsk là aussi d'ici la fin de l'année, pour permettre donc aux entreprises puis aux entrepreneurs d'avoir accès à des crédits pour créer une entreprise ou développer une entreprise déjà existante.
Les représentants russes, donc qui étaient pour beaucoup des députés de la Douma, ils ont pour leur part insisté sur l'objectif d'intégration avec la Fédération de Russie et les liens forts, littéralement familiaux, qui existent déjà entre la RPD et son grand voisin. Entre autres Sergueï Aksionov, donc je rappelle le chef de la République de Crimée, qui a rappelé que la Crimée s'inquiète pour le Donbass. Il a dit, je cite, puisque nous sommes une famille depuis longtemps, nous formons une seule famille et aujourd'hui vous êtes aux frontières du monde russe, aujourd'hui vous protégez notre espace linguistique, spirituel et orthodoxe. En mon nom propre, je vous souhaite un ciel paisible, chers amis, et non pas en tant que fonctionnaire, mais en tant que citoyen de la Fédération de Russie. Je souhaite que nous devenions rapidement des concitoyens. Donc, je pense que ça se passe de commentaires, oui. C'est très clair. Voilà. A pris ensuite la parole Andrei Kozenko, député de la Douma, qui a dit « Ces milliers de liens d'intégration avec la Russie que vous avez établis, ils mèneront certainement à l'objectif souhaité, à l'intégration avec la Russie et ce désir des résidents de vivre ensemble avec la Russie dans le cadre d'un grand État unique. » Voilà, donc je pense que là aussi, il n'y a pas besoin d'en faire plus, je pense que c'est clair. Oui. Moi, ce que j'avais dit dans mon analyse l'autre fois. La cérémonie d'investiture s'est terminée par un concert. Celle de Leonid Pasechnik, le chef de l'RPL, a eu lieu le lendemain à Lugansk pour que, entre autres, Denis Pouchiline puisse y assister, rendre l'appareil à son homologue. Voilà. Et les deux sont désormais officiellement chefs de la République. Les nouveaux députés ont déjà pris leur fonction. Et donc là, on attend la finalisation au niveau de la liste des nouveaux gouvernements, voir s'il y a des ministres qui changent ou si on garde les mêmes. D'accord. RPD toujours autour de ces élections. Donc le 21 novembre, le MGB, donc c'est les services de sécurité, c'est l'équivalent local du FSB. Donc le MGB de la République populaire de Donetsk a dévoilé des informations sur une tentative d'attentat organisée par Kiev pour saboter les élections du 11 novembre. Donc le MGB a contrecarré cet axe de sabotage planifié par le SBU pour saboter les élections du chef de l'État et des députés du Parlement. D'après les informations fournies, donc ils ont fourni aussi des vidéos, une qui a été filmée sur le moment, au moment de l'arrestation, et une ensuite avec l'interrogatoire de l'homme qui a été arrêté. Donc de ce qui ressort de ces vidéos, d'après les informations fournies par le MGB, donc le 11 novembre, jour des élections, un agent ukrainien a été arrêté dans l'arrière-salle d'un bureau de vote alors qu'il remettait une bombe incendiaire déguisée en tube de colle à un membre de la commission électorale du bureau de vote qui était censé la déposer dans une urne contenant les bulletins. L'engin explosif était doté d'un détonateur électrique et d'une minuterie programmée pour se déclencher pendant le transport des urnes vers la commission électorale centrale. Le but du plan, c'était que l'incendie fasse cramer les bulletins de vote et invalide ainsi les élections, voire potentiellement faire 2-3 victimes dans le tas par ricochet. Je pense que ça les aurait pas gênés plus que ça non plus. Oui, c'est clair. On mettra quelques photos de la démonstration qui a été faite par les services de sécurité de l'RPD qui ont montré le fameux pseudo-tube de colle. Ils ont montré l'action incendiaire de l'engin devant les journalistes. C'est sympa. L'homme qui a été arrêté a été recruté par Kiev à la veille des élections. Il avait été repéré par le SBU sur Telegram. Donc, il a tenu des propos assez négatifs sur la RPD et les élections dans un groupe de discussion. Et donc le SBU l'a repéré comme ça. Bon, d'après des gens qui ont fait des commentaires sous mon article, le mec avait l'air d'être un sacré pignouf quand même. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'avec les urnes qui sont à un endroit relativement clos, en fait, t'as pas assez d'oxygène pour faire cramer comme en plein air. Et donc, en fait, oui, ça aurait fait cramer quelques bulletins, mais ça aurait pas... le truc aurait pas pu donner son plein potentiel, on va dire. Voilà. Bon, en même temps, vu le prix qu'ils y ont mis à Kiev, ça m'étonne pas, parce qu'ils lui ont proposé 10 000 grivnias, soit environ 316 €. D'accord. Et que ça, à part engager un clown, effectivement, je vois pas ce que tu peux te payer. Oui. Ah bah c'est la fête à neuneux avec... Ouais, parce que bon, c'est quand même une somme qui est dérisoire, surtout vu des risques encourus, parce que bon, maintenant qu'il a été arrêté, il risque quand même minimum 10 à 20 ans de prison pour terrorisme, selon l'article 229 du code pénal de l'RPD, et je dis à minima, parce que ça c'est la peine juste pour cet article-là.
c'est-à-dire commission d'attentat terroriste, donc organisation ou perpétration d'un acte terroriste. Je te parle même pas la détention d'explosifs illégales, etc., qui peuvent rajouter, parce qu'ici c'est cumulatif. D'accord. Voilà, c'est pas, ils font un package, quoi. C'est-à-dire si avec un article tu peux risquer 10 à 20 ans et puis avec un autre article de loi, tu peux peut-être risquer 5 ans, etc. Ben, à chaque fois, ça se cumule, quoi, en fait. Donc, d'accord. Voilà. Ah bah, il a gagné le gros lot. Ah, il a gagné le gros lot pour 316 €, risquer 20 ans de tôle, ça fait bobo quand même, hein. Il va avoir un peu mal... c'est un pied nickelé, quoi. Là où il s'assoit, quoi. Hein, voilà. Oui. Bon, heureusement, le MGB a découvert le plan de Kiev et a piégé, en fait, l'agent des services de sécurité ukrainien. En fait, au moment... où il avait essayé de corrompre donc un membre de la commission électorale du bureau de vote concerné, qui était donc censé mettre l'explosif dans le truc, et au moment où il remettait sa bombe à son contact, qui à mon avis était celui qui l'a vendu au MGB, ah c'est possible ça, oui. Résultat des courses, il s'est fait choper, quoi. Mais bon, ça montre bien que Kiev continue sur la voie du terrorisme d'État. Il serait peut-être temps que l'Europe réagisse quand même, parce que là, en Ukraine, on a une espèce de mix entre Hitler et al-Baghdadi, quoi. Entre les nazis et l'État islamique ou Jabhat al-Nusra, quoi. Parce que... C'est assez juste, hein. Je ne sais pas si tu les as choisis au hasard, mais on constate qu'à travers nos amis américains, quand je dis amis, entre parenthèses, oui, guillemets, hein, c'est ça, hein, voilà. Un peu d'ironie ne fait pas de mal. Tout à fait. Je pense que le rapprochement entre les néo-nazis et les terroristes islamistes est quand même déjà largement avéré. Hein. Oui, depuis longtemps, on avait déjà souligné plusieurs fois ce genre de truc. Donc bon, moi, ça m'a pas étonné du tout. Ça montre que la mesure d'avoir de renforcer la sécurité en la présence de policiers devant les bureaux de vote était justifiée. Hein. Oui. C'était pas fait pour terroriser les gens, hein, c'était fait pour décourager les potentiels terroristes neuneux du genre de notre Toto. Oui. Voilà. Mais bon, en tout cas, il serait vraiment temps que les chancelleries européennes se réveillent. Parce que là, ça commence vraiment... c'est ça quand même que vous financez, que vous soutenez. Allô. Ils ont dû prendre des somnifères, hein, je pense. Des chocolats magiques à dose industrielle. En tout cas, en Ukraine, suite à la construction du gazoduc Turkish Stream qui avance bien, Kiev est en train de flipper. Puisque, je rappelle qu'une des sources de revenus importantes de l'Ukraine, c'est quand même le transit de gaz russe vers l'Europe. Et que la construction de Turkish Stream va permettre à la Russie de contourner l'Ukraine, en plus du Nord Stream 2, hein, je le rappelle. Donc là, Kiev, ils sont en train de faire un petit peu d'huile. Donc ils sont en train d'essayer de chercher des partenaires étrangers pour gérer leur système de transport de gaz et maintenir les flux à un niveau acceptable. Donc, savoir si la Russie envoie des flux ridicules, il n'y aura pas assez de pression dans les conduites et donc ça va mener à encore plus de problèmes en Ukraine, déjà qu'ils en ont plein avec le gaz. Oui. Voilà. Parce que une fois que Turkish Stream sera en service, le transit de gaz via l'Ukraine va diminuer de 12 à 13 milliards de mètres cubes par an. C'est pas négligeable, hein, quand même. Bah oui. Et donc là, maintenant, tu as le président du Conseil pour l'industrie gazière et le marché du gaz naturel, Leonid Unigovski, qui sort que l'Ukraine devrait concentrer ses efforts pour empêcher la construction du deuxième tube du Turkish Stream, parce que là, c'est le premier qui est presque entièrement... Enfin, toute la partie offshore est déjà posée. Donc la partie sous-marine est déjà posée. Donc là, ils veulent empêcher la construction du deuxième tube. Bon courage, vous avez déjà pas réussi avec Nord Stream 2, je vois pas bien comment vous allez réussir avec Turkish Stream. Oui. Et moi je leur conseille d'utiliser les bouses de vache pour faire du gaz. Là c'est plus réaliste, parce qu'ils ont des chances d'en faire du gaz, alors que là, empêcher la construction d'un deuxième tube... non, et Erdogan, il en a rien à foutre de l'Ukraine, donc comme ça... voilà. Pour lui, l'Ukraine est inintéressante sur bien des aspects. Donc, je vois pas bien, quoi. Tu vois, c'est comme dans Stream 2 où l'Allemagne fait passer ses besoins énergétiques avant les beaux yeux de Kiev. Donc, je pense qu'ils sont un petit peu mal barrés quand même. Hein. Ils rêvent encore en se disant qu'ils vont peut-être par la magie noire. Ouais. Donc là, ils sont en train d'essayer d'attirer surtout des partenaires italiens, puisque l'Italie reçoit annuellement 23 milliards de mètres cubes de gaz via l'Ukraine. Donc ils espèrent comme ça maintenir des volumes passant par l'Ukraine à un niveau de 40 à 60 milliards de mètres cubes au lieu des 70 à 80 milliards aujourd'hui.
je vois pas bien l'intérêt de l'Italie dans le schmilblick, quoi, tu vois. Enfin, surtout que non, maintenant, c'est l'Italie, sûr. en plus, qui maintenant a basculé complètement sur le plan politique. Oui, c'est certain qu'ils ils vont pas être d'accord. Ils sont même plutôt, ils se sont rapprochés des intérêts Donc, russes, hein, donc des là, intérêts russes, c'est après, justement ça que je dis. Et là, ils ont basculé sur le plan politique et entre autres un peu géopolitique. Hein. Donc, je veux pas être méchante, mais c'est vraiment très mal barré votre truc. oui. Ah oui, 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 Et bon, ça sent le vu gaz. l'état des tuyaux en Ukraine qui n'ont pas été entretenus et de la corruption galopante, je suis pas sûr que les partenaires italiens, surtout vu la situation budgétaire de l'Italie, aient envie de jeter du pognon par les fenêtres pour enrichir 2-3 oligarques. Oui, parce que ça, c'est certain, hein. Par contre, là, maintenant, je pense qu'il y a pas mal de Oui, gens qui ont voilà. compris que si l'économie ukrainienne est dans cet état-là, c'est qu'il y en a qui en ont mis plein leur poche. L'exemple typique de ceux qui ont récupéré la semaine dernière avec le site web précédent, qui avaient ramassé des bonus qu'ils n'ont pas rendus parce que Les gars de Naftogaz, les voilà. directeurs de Naftogaz qui n'ont pas rendu le pognon. Bon, en tout cas, lundi dernier, Gazprom a achevé donc la partie sous-marine du Turkish Stream, long de plus de 900 km entre le Krai de Krasnodar et la Turquie. Donc le projet complet prévoit la construction de 2 conduites d'une capacité de 15,75 milliards de mètres cubes chacune, dont une acheminera le gaz russe vers la Turquie, tandis que la seconde conduite devrait alimenter les pays d'Europe du Sud et du Sud-Est, hein, donc entre l'Italie. Le gazoduc traversant la mer Noire devrait entrer en service d'ici 2020, donc ça commence à approcher. Hein. Là, moi, je l'avais dit, hein, ils vont le perdre. Bon, là, Lavrov a essayé de la jouer un peu en mode diplomate en disant non, mais on n'est pas fermé au fait de reprendre de refaire un contrat de transit à travers l'Ukraine, mais il faut que ce soit rentable. En clair, vous allez arrêter de nous poursuivre à la cour de Stockholm, vous allez arrêter de nous faire chier avec des demandes plus délirantes les unes que les autres pour essayer de gratter du pognon à nos dépens, et on va reconsidérer la question. Oui. Bon, pour l'instant, c'est plutôt mal barré, parce que je te dis, celle qui pour l'instant est toujours bien en tête au niveau des élections présidentielles ukrainiennes, c'est la Timoshenko. Le champignon atomique sur le Donbass, hein, c'est ça? Ouais, c'est Madame, faudrait les nuquer. C'est elle. Et la situation est tellement merdique en Ukraine que même les requins veulent se barrer. Non, je parle pas des autorités ukrainiennes et des oligarques. Non. Ouais. Mais je parle des vrais requins. Non. Donc là, en Ukraine, un requin épineux a essayé de s'évader d'un aquarium en cassant le verre de son bocal. L'incident s'est produit dans un hôtel de la ville d'Odessa. C'est assez rigolo quand même l'endroit où ça a eu lieu. Oui. Parce que ça est l'une des villes les plus russes du sud de l'Ukraine, hein, quand même. On rappelle que c'est à Odessa qu'il y a eu un massacre. Il y a eu le massacre dans la maison des syndicats. Ouais. Donc d'après la direction de l'hôtel, en fait, l'aquarium n'a pas supporté les mouvements brusques du squale. Donc il a dû ensuite être transporté dans la baignoire d'une chambre de l'hôtel pour être sauvé, hein, parce que sinon il allait asphyxier par terre. Donc pour sauver ce charmant requin épris de liberté, ils ont fait venir des spécialistes du delphinarium d'Odessa qui sont venus jusqu'à l'hôtel pour sortir le requin de la baignoire et l'ont transféré vers sa nouvelle maison dans un conteneur spécial. Alors déjà que les Ukrainiens se sauvent en masse du pays, si les animaux s'y mettent aussi, c'est que ça sent vraiment le sapin quand même. Hein. Oui. Mais je me demande si la bestiole n'a pas essayé de se sauver simplement parce qu'elle ne recevait pas assez de nourriture, ou voire même pas du tout. C'est possible aussi, je sais pas. Parce que bon, tout est à l'avenant en Ukraine de ce point de vue. Hein. Mais déjà que les gens peuvent plus se chauffer. Voilà. Hein. Donc il y en a peut-être un qui s'est dit bon bah finalement la bestiole, il recevoir de rations, on en recevra une tous les jours quoi. Je sais pas. Bon, en tout cas, c'est assez rigolo. Je pense que c'est assez symptomatique de l'état du pays général. Là, j'ai vu passer une nouvelle avant le site rep, mais j'ai pas eu le temps d'étudier complètement le truc. Donc, d'une décision du ministère de la Justice ukrainien où ils veulent annuler. Donc, ils ont annulé l'accord l'enregistrement officiel qui avait été fait pour l'utilisation des fameuses lors de Potchaïev par l'église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Moscou. Bon, lui
l'UOCMP s'est voulu rassurante en disant que ça changeait rien à l'accord qui avait été conclu en 2003 et que donc l'UOCMP va continuer à utiliser les lords de Potchaïev, mais bon, ça sent quand même mauvais. Bah ça oui. sent la grosse provocation et il faut voir jusqu'à quel point donc ça pourrait avoir des conséquences par après. Et c'est un très mauvais signe parce que c'est de nouveau une interférence du politique ukrainien dans les affaires religieuses, alors que je le rappelle, d'après la constitution ukrainienne, ils n'ont pas le droit de s'en mêler. Ouais, malheureusement, après l'épisode de la déclaration de cette autocéphalie ukrainienne du patriarcat de Oui, Kiev. pour l'instant, ils sont toujours coincés, en fait. Le problème, c'est qu'ils sont toujours coincés, puisque donc l'UOCMP refuse de jouer à cette mascarade, comme on en avait déjà parlé. Et donc, pour l'instant, là, ils en sont aux menaces. Donc, il y a eu aussi, justement, un archevêque qui a été menacé. Donc, il y a eu des néo-nazis qui se sont pointés devant sa maison, etc., qui l'ont menacé. Et je pense que ça va aller crescendo. Ouais, ça va aller crescendo et très inquiétant de ce point de vue. C'est très très inquiétant. Donc voilà, c'est un peu ça la situation. Donc là dans le Donbass, on voit de nouveau là une recrudescence des tirs après un calme relatif. Donc j'espère vraiment que la réunion d'après-demain au format Normandie va permettre au moins une désescalade pour la fin de l'année, hein, pour qu'on passe pas le nouvel an sur la ligne de front à filmer une reprise du conflit ou en tout cas des tirs à gogo sur les civils. Oui. Alors, la présence quand même massive d'instructeurs étrangers, moi je trouve ça assez inquiétant. Ouais. Ils font jamais rien sans rien. Ils essayent vraiment de remettre l'armée ukrainienne sur pied. Hein. C'est assez effrayant, ou de l'aider en tout cas d'une manière ou d'une autre, hein, comme ils ont aidé les terroristes en Syrie, hein, je le rappelle. Ben oui, ils continuent de le faire d'ailleurs. Ils continuent de le faire d'ailleurs. Hein. Mais donc voilà, c'est un peu ça la situation. C'est assez mauvais. Pour l'instant, vers le sud de la RPD, c'est calme. Donc là, j'ai passé la nuit à Sarhanka, c'était relativement calme. Ils ont tiré un peu ce matin, mais sur les positions, pas sur le village. Donc cette zone-là du front s'est un peu calmée. Et là, maintenant, ça reprend plutôt dans la zone Donetsk-Gorlovka. Donc ça varie, tu vois. C'est à des périodes où c'est plus vers le sud, des moments où c'est plus vers Gorlovka, des moments où c'est plus vers Donetsk. C'est assez mouvant. On rappelle que Gorlovka se trouve au nord de Donetsk. Au nord de Donetsk, c'est l'une des grosses villes de la République, qui est donc entre Donetsk et Lugansk. Donc voilà quoi. J'espère vraiment que la réunion d'après-demain va porter ses fruits et qu'on va pouvoir noter une désescalade sérieuse. Mais il faudrait surtout que les chancelleries européennes se réveillent parce que là, je veux dire, ça devient quand même assez flippant le virage que prend l'Ukraine. Ils ont voté leur budget en urgence pour essayer d'obtenir les sous du FMI. Je pense que le FMI va encore les balader avec une excuse bidon. Oui, c'est possible ça. Ouais. Donc ça aussi, situation à suivre. Et puis la situation en mer d'Azov aussi qui se tend avec l'Ukraine qui voudrait faire voter un truc à l'ONU là-dessus. Donc à suivre ça aussi, à regarder de près. D'accord. Donc voilà, donc je te dis à la semaine prochaine et je te souhaite une bonne soirée. Je te dis à la semaine prochaine. Et oui. Et moi aussi, je te souhaite une bonne soirée, hein, et avec prudence d'ailleurs, hein, toujours, parce que tu es sur une zone de guerre, hein, tu risques ta vie, tout simplement. Je te remercie pour ton site-rep, Christelle, et puis samedi prochain, en espérant que rien ne se produise de grave d'ici là. J'espère aussi. Ce serait une mauvaise chose, évidemment. Allez, à bientôt. Bonne soirée. Au revoir.